cognitif, tout ce qui concerne savoir et savoir-faire intellectuel. Puisque la majorité des modules de nos filières universitaires s'intéressent beaucoup plus à ce domaine cognitif, donc je vais traiter le tableau de spécification pour des modules qui s'intéressent au domaine cognitif. Bien sûr que ce tableau de spécification peut s'appliquer aux autres domaines, mais pour des raisons pratiques, je vais me limiter au module qui traite du domaine cognitif. Voilà, donc un module, il est caractérisé par des activités enseignement-apprentissage. Et ce qui m'intéresse dans tout ça, donc, c'est le contenu et les apprentissages. Je ne vais pas parler des pratiques pédagogiques ou des méthodes pédagogiques parce qu'elles sont dans le cadre des activités d'enseignement qui nous amènent à des apprentissages. Et de l'autre côté, j'ai l'évaluation. Donc, puisque les activités d'enseignement-apprentissage, elles traitent un contenu et elles développent, ou même les étudiants, à développer des compétences, des habilités, à maîtriser un savoir. Quand on vient à l'évaluation sommative, durant, par exemple, suite à une période d'enseignement, on ne fait pas une évaluation exhaustive. On ne va pas évaluer tout ça. Donc, on va choisir un échantillon représentatif de ce qu'on a déjà fait pour ensuite juger des acquis ou pour dresser un bilan des acquis de l'étudiant. Puisque l'évaluation ne couvre pas la totalité du contenu et des apprentissages, on est obligé de nous ramener à un échantillonnage. Donc, la question de l'évaluation sommative m'impose de faire un échantillon. Donc, la question, c'est la représentativité de cet échantillon que je vais considérer comme étant représentatif de ce qui a été acquis par l'élève. Donc, la question de l'évaluation sommative pose la problématique de l'échantillonnage. Comment je vais choisir un échantillon au niveau du contenu, au niveau des apprentissages, pour ensuite recueillir des informations qui me permettent de juger des apprentissages de l'étudiant. Donc, la première question de l'évaluation sommative m'impose de faire un échantillonnage. Donc, quand on dit un échantillonnage, la question de validité s'impose. Donc, comment choisir un échantillon en termes de contenu, en termes des objectifs ou des apprentissages avisés par l'évaluation pour juger de la qualité des apprentissages de l'étudiant. Donc, c'est à cette question que le tableau de spécification intervient comme outil pour m'aider à planifier cet échantillonnage. Donc, les trois questions qui se posent par rapport à l'évaluation, qu'est-ce qui doit être évalué? Donc, il faut cerner d'abord ce que je dois évaluer chez l'étudiant. Ou puisque je ne peux pas faire une évaluation exhaustive, comment choisir un échantillon représentatif de ce qui doit être évalué? Donc, le tableau de spécification est un outil qui va m'aider à répondre à ces deux questions. Et c'est juste après que vient la modalité. Quel outil je vais choisir pour évaluer? C'est à ce moment-là qu'intervient soit le questionnaire, soit un examen avec des problèmes, soit avec des questions ouvertes. C'est à ce niveau-là qu'interviennent les modalités d'évaluation. Moi, je traite la question avant d'arriver à choisir l'outil. Ça veut dire comment je peux cerner ce qui doit être évalué et comment choisir un échantillon représentatif. Donc, puisque le module est composé par deux dimensions, il y a la dimension contenu, il y a la dimension cognitive que représente les apprentissages, ce qui est ciblé chez
l'étudiant comme activité à développer. Donc, si je veux traiter la dimension contenu, comment choisir en termes de contenu un contenu représentatif? Donc, je dois voir comment faire pour choisir un contenu représentatif. Donc, la démarche m'impose de faire une décomposition du contenu. Mais comment faire cette décomposition? Je dois adopter un modèle. La plupart des modèles utilisés, c'est beaucoup plus on suit la décomposition de contenu en chapitres, en thèmes et ainsi de suite. La plupart des contenus sont organisés de cette manière et donc le choix du modèle de décomposition, donc il est un peu imposé par la structure du contenu. Mais il existe des contenus qui n'ont pas de structure, donc il faut savoir quelle structure ce contenu a-t-il pour l'adopter. La majorité, on trouve par exemple les chapitres au domaine, ensuite sous-domaine, ensuite à l'intérieur de chaque sous-domaine, il y a des types de tâches ou activités. C'est à partir de ces tâches ou des activités que je peux déceler ou extraire l'activité voulue, ciblée par cet enseignement. Et donc, je peux définir ce que j'attends de l'étudiant suite à des activités d'enseignement-apprentissage. Et à partir de là, je vais faire une pondération pour voir la représentativité de chaque composante du domaine. Il y en a une composante qui va représenter 50%, une autre 30%. C'est à partir de ces tâches et de ces activités que je peux estimer la représentativité de chaque sous-domaine pour la respecter au niveau de la conception de mon test d'évaluation. De même, par rapport à la dimension cognitive, je dois aussi l'analyser, la décomposer. Donc, la dimension cognitive, elle aussi, parce que l'activité intellectuelle investie par l'étudiant dans le cadre d'une tâche n'a pas le même niveau de réflexion. Par exemple, il y a certaines tâches qui nécessitent de l'étudiant uniquement de reconnaître, de se rappeler des faits. Il y en a d'autres qui l'invitent à appliquer des règles, des méthodes et d'autres activités qui l'incitent à faire des raisonnements, à faire des synthèses. Donc, ces types d'activités visées par les activités d'enseignement-apprentissage, et dans un cours ou dans un module, on cible plusieurs types d'activités. Donc, il nous faut un modèle pour catégoriser ou classifier ce type d'activité. C'est ce qu'on appelle les taxonomies d'objectifs pédagogiques. Et parmi les taxonomies d'objectifs pédagogiques la plus connue, c'est la taxonomie de Bloom. Et à partir de cette taxonomie, je peux voir, donc catégoriser tous les types d'activités ciblées, activités cognitives ciblées par l'enseignement en catégorie, en classe, et voir la représentativité de chaque classe. Et de cette manière, je vais avoir une certaine représentativité du contenu et une certaine représentativité de l'activité cognitive, puisque cette activité cognitive est en corrélation avec la dimension continue. Donc, je vais avoir un tableau croisé entre le contenu et les activités. C'est comme ça que je vais obtenir un tableau qui va me donner la représentativité des contenus et de la dimension cognitive d'un module. Et c'est comme ça que je vais choisir un échantillon qui respecte cette représentativité du module. Je vous donne un exemple. Par exemple, le tableau de spécification, ça c'est un module que j'ai construit, un cours que je donne aux étudiants de la première année du cycle de licence qui veulent devenir des enseignants de primaire, parce qu'on a une licence d'enseignement option primaire. Ça fait la deuxième année qu'on a cette filière. Et donc, j'assure le cours de mathématiques pour ces étudiants. Donc, c'est un cours qui traite de la géométrie, de l'arithmétique. Voilà le cours, il est composé en 3 parties. La première partie, les entiers naturels, donc représente 35% à partir, cette représentativité est comptée à partir du type d'activité qu'elle couvre. Et le modèle
de la dimension cognitive adoptée, la taxonomie, elle est composée de 3 composantes. La dimension connaître, la dimension appliquée, la dimension raisonnée. Ce sont les 3 composantes que la plupart des enquêtes internationales sur les acquis des mathématiques utilisées pour le traitement des acquis. Donc, en prenant cette partie, on la décomposant en unités. Voilà, donc cette partie est composée de 3 unités. Et chaque unité, celle-ci vise 3 types de tâches. 2 de ces types, ils visent l'activité appliquée, alors que la 3e vise l'activité raisonnée. Et de même, je fais la même chose pour tout. Donc, je trouve une représentativité en termes de contenu. Donc, cette partie représente 35%, celle-ci 35% et celle-là 30%, alors qu'au niveau de la dimension cognitive, je vois qu'au connaître, il est plus réservé au dénombrement statistique, alors qu'appliqué et raisonné, il est plus réservé à ça. Donc, comme ça, j'ai un tableau synthétique qui me donne une certaine visibilité par rapport à ce module. Et comme ça, je peux construire une épreuve, par exemple, qui couvre ce module, par exemple. Donc, je peux traduire même ça en points. 15%, donc pour une note de 20, représente 3 points, et ainsi de suite. Et voilà, donc je peux, grosso modo, concevoir une épreuve qui respecte cette représentativité. Et comme ça, j'assure une certaine validité. Donc, ce tableau me permet de faire un pont entre le test, ce qui est ciblé par l'évaluation, et ce qui a été ciblé par les activités d'enseignement-apprentissage. Un autre exemple utilisé en médecine, c'est pour un cours de radiologie. C'est un cours, donc c'est un tableau de spécification développé par un prof de l'université de la faculté de médecine de Casa. Donc, pour la radiologie, ce cours donné en 3e année de faculté de médecine, voilà ces unités. Et chaque unité, voilà le modèle adopté pour la dimension cognitive. Pour eux, ils se basent sur connaître, comprendre, appliquer. Ça, c'est les premiers niveaux de la taxonomie de Bloom. Et comme ça, donc, il y a une certaine distribution faite suite à l'analyse des tâches de chaque composante. Et puisqu'ils font leur test, c'est par QCM, ils ont traduit pour 50 questions. Voilà à peu près le nombre de questions qu'il faut poser pour couvrir un peu et pour avoir un échantillon représentatif du cours sur la radiologie. De même, je vous donne un autre exemple. Pour la langue arabe, ça c'est le tableau de spécification du cadre de référence développé par le Centre national d'évaluation des examens d'évaluation d'orientation, المكتب الوطني للامتحانات والتوجيه. C'est le centre qui s'occupe des examens du baccalauréat. Et donc, pour chaque discipline du bac, donc, ils ont dressé un cadre de référence, donc, et un tableau de spécification, parce que c'est un examen normal, donc ils doivent normaliser l'examen, ils doivent un peu présenter un examen qui représente ce qui se fait au niveau du bac. Voilà, pour eux, le contenu, donc, puisque l'arabe n'a pas de... Donc, pour le contenu, c'est beaucoup plus des activités. Voilà le premier type d'activité, le deuxième type d'activité, étude des œuvres, le troisième type d'activité, expression et rédaction. Quant à la dimension cognitive, voilà, c'est à peu près les niveaux cognitifs de la taxonomie de Bloom. Connaître, comprendre, analyser, synthétiser, évaluation. Normalement, appliquer vient après la compréhension. L'ordre veut, parce qu'elle est unique ici, et donc pour la lisibilité du tableau, il l'en met à la fin du tableau. Voilà un peu, je vous donne un peu des exemples de tableaux de spécification. Donc, chaque tableau a une certaine décomposition. Donc, ça dépend du module. Donc, chaque module, selon son contenu, donc il a une décomposition spécification contenu. Et selon la nature de l'activité intellectuelle visée, et donc il y a une taxonomie à admettre. Et chaque enseignant va choisir la taxonomie avec laquelle il se sent à l'aise et qui peut faire l'affaire de ce traitement-là. Maintenant, donc,
Si je veux résumer comment faire ce tableau, donc il se fait en 5 étapes. La première étape, c'est adopter un modèle de découpage du contenu du module en éléments. Ensuite, adopter une taxonomie pour l'activité cognitive, parce que l'activité cognitive, ça se ramène aux objectifs pédagogiques associés à chaque élément de contenu, et déterminer le taux de représentativité, que ce soit au niveau du contenu, que ce soit au niveau de l'activité intellectuelle, et dresser un tableau synthétique de tout ça. Donc le tableau n'est qu'un travail d'analyse, c'est une synthèse, le tableau. Donc c'est beaucoup plus le travail qui est derrière ce tableau qui est important pour l'enseignant, parce que c'est cette analyse-là qui va l'aider à traiter après les tests d'évaluation. Mais le tableau, c'est un outil de guidage, de contrôle, mais le tableau tout seul ne nous permet pas de concevoir des activités d'évaluation. C'est cette analyse qui est derrière qui est utile et qui est importante. Par contre, le tableau n'est qu'une synthèse. Maintenant, on a traité l'aspect technique de comment construire un tableau. Donc, c'est technique, il faut passer par des étapes pour arriver au tableau synthétique. Je vais situer maintenant le module dans son contexte de filière, parce que l'évaluation sommative, tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent, il traite de l'évaluation qu'organise l'enseignant et se ramène à une note attribuée à l'étudiant. Mais au niveau de la certification, ça dépasse la note de l'enseignant parce qu'il y a des règles qui sont imposées par les CNPL et qui concernent le pilotage de la filière et du système éducatif. Donc, il ne faut pas considérer que l'évaluation sommative se limite uniquement aux aspects pédagogiques et se limite à l'enseignant. Mais il y a des choix politiques pour le pilotage du système qui s'imposent et qui peuvent intervenir pour modifier nos décisions par rapport à l'évaluation sommative. Parce qu'au niveau du module, l'enseignant donne sa note. Mais pour la validation, il va valider s'il a 10. Peut-être avec rattrapage, s'il a 10. Mais s'il n'a pas 10, il va passer par une compensation par semestre ou par année. Donc, ces décisions-là ne sont pas de l'ordre pédagogique, sont beaucoup plus de l'ordre du pilotage du système. Donc, d'autres considérations sont introduites au niveau de l'évaluation sommative pour gérer la Quelles sont les raisons qui nous ont amenés à considérer ces éléments, par exemple, de compensation par semestre et par année? Est-ce que pour des considérations pédagogiques, je ne pense pas. C'est beaucoup plus d'autres considérations de pilotage du système. Donc, il faut bien situer l'évaluation sommative par rapport à ces considérations du pilotage. Parce que, donc, de ce point de vue, l'évaluation sommative n'est pas uniquement de l'ordre pédagogique, mais il y a une politique éducative qui intervient et qui peut imposer des règles qui ne sont pas de l'ordre pédagogique. Et je vais vous le montrer en utilisant ce tableau de spécification, en faisant une analyse des acquis des étudiants, donc suite à une recherche. Maintenant, j'ai passé du volet pédagogique, voilà comment faire un tableau, et je vais vous le montrer en menant cette étude. Donc, je passe à la question, je vais voir un petit peu comment exploiter cet outil pour mener des petites recherches-actions, pour répondre à certaines questions. Donc, je me suis posé la question suivante. En partant de l'idée que
le rendement des étudiants marocains en sciences est très faible. Et ça, c'est Teams qui le dit, c'est l'enquête Teams. Donc, c'est une enquête internationale qui évalue la performance des étudiants à l'échelle internationale au niveau des sciences, ça veut dire les sciences physiques et les mathématiques. Et le Maroc, depuis 1999, il est toujours parmi les derniers rangs. Donc, c'est un constat. D'un autre côté, on voit que le taux de réussite chez nous dépasse les 70%. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, les deux évaluations utilisent la même méthodologie d'évaluation. Parce que le Centre national d'évaluation des examens d'évaluation d'orientation, c'est le partenaire de Teams au niveau du ministère. Donc, il a utilisé cette méthodologie. Parce qu'il faut savoir que les cadres de référence des examens nationaux sont développés en 2010, suite au rapport du Conseil supérieur de l'éducation produit en 2009, avec le plan d'urgence. Donc, suite à ça, alors que le Maroc participe à ces évaluations depuis 1999. Donc, jusqu'à 2010, il s'est inspiré de la méthodologie de Teams pour dresser ces cadres de référence, ces tables de spécification. D'ailleurs, les trois composantes de la dimension cognitive, connaître, appliquer, raisonner, sont la même dimension utilisée par Teams. Et Teams utilise le même programme, parce que lui, il se base sur les programmes nationaux. Donc, puisqu'ils utilisent le même programme national et la même méthodologie pour l'évaluation, pourquoi le taux de réussite dans nos examens, ça dépasse les 70, alors que quand Teams, nous sommes parmi les derniers. Et même le programme national d'évaluation des acquis, développé par l'Agence nationale d'évaluation, confirme les résultats de Teams. Et pourtant, on a un taux de réussite. Donc, nous avons besoin d'une explication à ça. Pour répondre à cette question, que je me suis allé faire une étude, je vais vous partager avec vous un document. Donc, voilà l'étude que j'ai menée et en même temps, je vais vous montrer comment j'ai construit le tableau de spécification. Donc, je suis parti du programme de mathématiques du baccalauréat pour les filières sciences X. Voilà le contenu du programme. Donc, il y a deux composantes, analyse, algèbre et géométrie, et chaque composante est un sous-domaine, les suites, la continuité, ainsi de suite. On va développer chaque sous-domaine, on va définir les activités ou les tâches demandées à l'intérieur de chaque composante. Voilà, par exemple, si je prends les suites, on cherche à ce que l'étudiant utilise les suites géométriques, les suites arithmétiques pour étudier, et ainsi de suite. On a 5 catégories de tâches à demander dans ce cadre. Et de même pour ce bloc, et ainsi de suite, jusqu'à détailler tout le contenu en termes de tâches. Donc, je détache, donc j'aimerais bien préciser un vocabulaire que je vais utiliser souvent, c'est la notion de tâche et la notion d'activité. La notion de tâche, c'est ce qu'on élève à réaliser. Ça peut être un exercice, ça peut être un travail à faire, ça peut être une question. Et l'activité, c'est ce que l'élève va fournir pour exécuter sa tâche ou pour réaliser sa tâche. Donc l'activité, elle est du côté de l'étudiant, alors que la tâche, c'est ce qu'on présente. Donc, c'est pour cela que je dis les tâches. Et bien sûr, derrière chaque tâche, je peux identifier l'activité demandée. C'est à partir de cette tâche que je peux définir l'activité, donc l'objectif visé de cette tâche. Donc, j'ai pour chaque composante du contenu des tâches, donc derrière ça, des objectifs. Donc, j'ai au total 61 éléments. Donc, en termes de contenu, chaque partie, donc les suites, 5 tâches, donc elles représentent 8,20% par rapport à 61. Et donc, je fais des calculs de pourcentage, de division et de portage. Donc, c'est comme si je calcule une certaine fréquence et je trouve un tableau qui me donne une certaine représentativité du contenu. Concernant l'analyse de cette tâche, par exemple, est-ce que cette tâche
est de l'ordre de connaître ou d'appliquer ou de raisonner, donc j'ai besoin d'un outil qui me permette de faire une analyse et ensuite de dire de quelle catégorie ce type de tâche. Donc, j'ai adopté la méthodologie de TIMSS, adoptée d'ailleurs par le Centre national des examens d'évaluation et d'orientation. Voilà. Donc, le domaine connaître. Donc, il donne une définition. Qu'est-ce qu'il désigne par c'est quoi connaître? Voilà. Et donc, connaître quels sont les types d'activités ciblées. Donc, il y a rappeler, reconnaître, calculer, extraire, ainsi de suite. Et dans le domaine appliqué, voilà. Il y en a qui appellent ça des processus ou des habilités. Voilà aussi pour appliquer. Voilà aussi pour raisonner. C'est à partir de cet outil-là que je vais faire une certaine catégorisation, une classification de ces types d'activités. Et donc, je vais arriver à faire ça. Celle-là, c'est du type connaître. L'autre aussi, c'est du type connaître. Et pour des besoins de calcul, le domaine 1, donc c'est connaître, c'est 1, 2 pour faire la somme des 2, la somme des 3, et ainsi de suite. Pour le traitement quantitatif, donc j'ai converti, donc j'ai associé à chaque composante un nombre, et comme ça, j'arrive à ce tableau. Voilà le tableau synthétique, le tableau de spécification du programme de baccalauréat, de l'examen de bac. Donc voilà chaque composante pour connaître, appliquer, et ainsi de suite. La première remarque que j'ai constatée, c'est que le poids calculé, donc on donne 50% à connaître, 35, donc ils ont arrondi ça pour tenir compte des aspects pratiques. Donc, ils ont arrondi à 50, celle-là à 35 et celle-là à 15. Donc, le cadre de référence marocain a adopté cette répartition. Donc, il donne 50% au premier niveau cognitif qui est connaître et 15% à raisonner. Alors que TIMSS donne 30%, 35, 35. Donc, le premier constat, c'est que les examens du Maroc sont faciles par rapport aux examens de TIMSS. Et surtout que ce domaine, il est plus complexe, la complexité cognitive, donc connaître est faible au niveau de la complexité cognitive par rapport à appliquer et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'on a réduit de moitié, raisonner, et on a augmenté jusqu'à 50% connaître. Pour un étudiant, par exemple, il peut se limiter uniquement à 85% de ces deux-là, sans traiter, raisonner et avoir une bonne note qui tourne autour de 17. Donc déjà, ce tableau me donne des indices d'analyse et d'explication qui fait cette différence entre le taux de réussite au niveau des examens marocains et le rendement faible au niveau des évaluations de TIMSS. Donc, la première question, mais pourquoi le système marocain adopte cette décomposition alors qu'à l'échelle nationale, la plupart des systèmes travaillent sur ça? C'est comme si, voilà, c'est la norme internationale. Pourquoi on a choisi un modèle au-dessous de la norme internationale? Donc, est-ce que c'est une question d'ordre pédagogique ou ça concerne le pilotage du système? On veut peut-être améliorer le taux de réussite parce que le taux de réussite est un indicateur pour le rendement du système éducatif et ainsi de suite. Peut-être est-ce qu'on peut maintenir les étudiants en classe pour ne pas doubler, pour minimiser le taux d'échec et de décrochage? Donc, toutes ces questions-là peuvent être posées. Et pourquoi on a aboli, et surtout on a aboli le rendement. Donc, pour répondre à ces questions-là, ce n'est pas la pédagogie qui va nous répondre à ces questions. C'est beaucoup plus aller voir les rapports produits à ce niveau-là pour expliquer les raisons qui sont derrière ces choix. Parce que ça, ce sont des choix politiques. Et non pas des choix, quand je dis politique, la politique éducative pour le pilotage du système. Et donc, si j'ai cette idée-là, donc j'ai pris aussi ça et je me suis allé voir les épreuves elles-mêmes. Parce que j'ai le tableau de spécification, je peux analyser les épreuves du baccalauréat. Nous avons pris les épreuves des dernières années et voir d'abord est-ce qu'au moins ils respectent ce qui a été proposé par le cadre de référence ou bien ils ont encore diminué de raisonner et augmenter et d'appliquer. Et tout est ramené à connaître.
Donc, pour faire encore, même si le tableau est ça, est-ce que vraiment l'épreuve aussi respecte ce tableau, cette représentativité du tableau? Donc, c'est comme ça que donc, le tableau de spécification me permet donc faire des petites recherches-actions pour voir est-ce que les évaluations sont valides. Je peux faire une comparaison, par exemple, entre les baccalauréats algériens et marocains, parce que je peux définir les tableaux de spécification à partir de ces tableaux, faire une certaine comparaison. Donc, cet outil, il m'est utile soit au niveau pédagogique, soit au niveau de la recherche. Et donc, pour finir, je vais revenir à mon écran de départ. Donc, voilà en termes de conclusion de synthèse par rapport aux fonctions du tableau de spécification. Donc, il me permet d'obtenir un échantillonnage représentatif de l'ensemble des objectifs contenus se rapportant à une période d'enseignement-apprentissage, faire le pont entre les objectifs et le contenu d'une séquence importante d'enseignement et d'apprentissage, d'une part, et les instruments d'évaluation. Parce qu'avant tout choix d'instrument, il faut d'abord établir cet échantillonnage. Sans cet échantillonnage, je ne peux pas valider l'instrument. Est-ce qu'il est valide ou non? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois évaluer. Donc, la première des choses, c'est d'abord ce tableau de spécification qui me permet de faire un pont entre ce qui a été fait au niveau de l'enseignement, ce qui va être évalué. Parce qu'il y a une hypothèse implicite de l'évaluation sommative qui dit qu'on ne doit évaluer que ce qui a été ciblé par l'enseignement. Donc, on ne doit pas sortir de ce qui a été ciblé par l'enseignement-apprentissage. Et puisqu'on ne doit pas sortir de ça et on ne peut pas faire une évaluation exhaustive, nous avons besoin d'un échantillonnage. J'ai besoin d'un instrument pour cet échantillonnage. C'est le rôle du tableau de spécification. Donc, il permet de faire le pont entre les objectifs et le contenu d'une séquence importante d'enseignement et d'apprentissage, d'une part, et les instruments d'évaluation. Ils permettent de faire, de faire un pilotage réfléchi de l'évaluation et réflexion sur sa structure. Bien sûr, il me permet d'analyser mes pratiques. Parce que si j'ai à l'avance mon tableau de spécification, je peux contrôler mes interventions au niveau pédagogique, au niveau de méthode. Est-ce que je viens développer ces aspects? Est-ce que je vise par mes actions pédagogiques toutes les composantes de l'activité cognitive? Et ainsi de suite. Et je peux, à la fin, quand j'évalue, je peux revenir analyser mes résultats en fonction du tableau, pourquoi les étudiants sont faibles ici et là. Donc, ça me permet de faire un feedback. Donc, ça peut contrôler mes activités d'enseignement-apprentissage. Et en même temps, je peux faire une analyse. Est-ce qu'à chaque année, je produis une épreuve d'évaluation de même nature, de même validité, de même difficulté, et ainsi de suite. Et sur ce point